Terre d'eau. La gadoue, les marais, les mangroves, les sables mouvants, les lagunes, les tourbières, les lacs, les deltas, les vasières, les palus. Une zone humide, en fait, c'est quoi ? Je verrais comme ça, j'ai plutôt une image de marais. Pas grand-chose. Les vaches. Le lac. Ça m'évoque les vaches qui sont au bord du lac. Les scientifiques estiment que 64% des zones humides de la planète ont disparu depuis 1900. Bien qu'elles ne couvrent qu'environ 6% de la surface terrestre, 40% de toutes les espèces végétales et animales vivent ou se reproduisent dans les zones humides. Comment l'homme a-t-il appris à vivre dans ce milieu a priori hostile et en constante évolution ? Quels enjeux représentent-elles à l'heure du réchauffement climatique, de l'urbanisation massive et de l'écotourisme ? À travers le récit de femmes et d'hommes passionnés, découvrons ensemble ces terres d'eau. Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent. On aimait beaucoup d'autres pays. Parentis sera-t-il la capitale du pétrole français ? Donc c'était une forêt humide. Pays des Landes. Elle est devenue forêt. C'est un territoire a été longtemps considéré comme désolé, sablonneux. À la découverte d'une région des Landes. Dans les mortels marécages de la Mélancolie. C'est la fille des marais, c'est elle qui l'a tué. Vous a permis de squatter mon marais ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Terre d'eau. Lorsque j'ai conçu l'idée de ce projet de podcast, je n'aurais jamais imaginé à quel point il nous conduirait aussi loin. Bien au-delà des notions que cette première saison m'a permis de saisir et de communiquer, au-delà même des rencontres qu'il a permis, de l'aventure humaine que nous avons partagée et des défis que cela nous a poussés à relever, ce podcast a été le catalyseur d'une réflexion profonde sur ma propre relation avec l'existence. Il a été un compagnon fidèle au cours d'une année tumultueuse, entre terre et eau. Donc, je vais essayer de mettre l'émotion de côté. À l'occasion du premier anniversaire de Terre d'eau, en cette veille de Journée internationale des zones humides, je vais exprimer une nouvelle fois ma gratitude envers ceux qui ont contribué à faire de ce podcast ce qu'il est aujourd'hui. Ils sont autour de la table. Et j'en suis la plus heureuse. Claire de Ginestel, notre assistante de production dévouée, qui a été omniprésente, résolvant chaque situation avec efficacité, diplomatie et discrétion. Merci. Merci à toi. Hugues Malo, notre assistant de réalisation, qui a relevé tous les défis et a tellement mûri professionnellement. J'admire ta maturité, ton intelligence et ton sérieux. C'est gentil. Je tiens également à rendre hommage à deux artistes qui ont profondément marqué Terre d'eau. En premier lieu, Nora Alins, qui a brillamment assuré la direction artistique, en supervisant l'élaboration de l'illustration de la pochette, une œuvre profonde et évocatrice. Et je vais également remercier la révélation de l'année, Théo Forstendischer, pour avoir créé l'identité sonore de Terre d'eau. Sa musique enveloppe nos oreilles de manière envoûtante, et son flegme n'a d'égal que son humour. Merci Lorraine. Merci à Samuel Castin qui a assuré la communication du podcast pendant 6 mois, ainsi qu'à Léos qui a éclairé nos esprits au cours du dernier mois. Merci beaucoup. Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude envers celle qui a permis de financer cette première saison, Sandrine Thomas. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Hugues, Théo, Léos et Claire. Ce n'était pas prévu, comme souvent, et vous avez tous répondu présent, comme toujours. Alors je voulais vous dire que chacun d'entre vous m'avait beaucoup appris sur le plan humain, et vous avez apporté au projet toute sa dimension. Merci beaucoup de m'avoir soutenu, supporté également, d'avoir donné le meilleur de vous-même. Vous avez fait preuve de grandes qualités professionnelles, mais c'est vos qualités humaines que je voudrais saluer aujourd'hui. J'ai encore beaucoup à apprendre à vos côtés. Après cette séquence émotion, qui veut bien partager une anecdote ? J'aimerais bien qu'on entende chacune de vos voix. On va commencer avec moi. Donc, moi, si j'ai un super souvenir concernant ce podcast, ça a été la présentation à Mésos, dans cette maison landaise qui est aussi le club de tennis de Mésos, où on s'est retrouvés tous là, justement, pour la sortie du podcast. C'était début février, il y a 1 an, exactement, à peu près.
Et c'était aussi encore rempli d'émotions. Et suivi d'une balade en forêt où on était tous là, ensemble, en famille, entre amis, un moment de partage qui a été justement drivé par une très bonne animatrice, et on a rencontré plein d'acteurs justement des zones humides. Et c'était vraiment un moment intense, une super météo, les zones humides étaient c'était vraiment une super balade, une très belle découverte, et du coup aussi l'occasion de découvrir le reste de l'équipe en action, puisque à ce moment-là, Hugues et Théo étaient déjà là en train d'enregistrer et de filmer. Donc c'était vraiment un super moment partagé, pro, perso, et avec une superbe nature et un super soleil. Donc ça, c'est vraiment un grand moment pour moi en tout cas. Merci Claire, ouais, je me souviens très très bien de ce moment-là. Effectivement, j'avais encore été émue, mais ça m'arrive souvent d'être submergée par l'émotion, et c'était très touchant de vous avoir tous ensemble, et on était aussi en famille, et c'est vrai que ça représente assez bien la manière qu'on voudrait que chacun perçoive et vive les zones humides. Donc c'était chouette. Merci. Bah, je sais pas si c'est une anecdote, moi, mais c'est plus tout le travail qui a été autour, tout ce que tu nous as permis d'apporter chacun à notre patte, Lorraine. Ton ouverture nous a permis de nous exprimer, tu vois. Donc moi, vraiment, le moment où je me suis senti plus libre et qui m'a aussi beaucoup apporté, c'est vraiment quand j'ai même juste fait le tournage de la bande-annonce. Donc là, c'était magique, ça, d'aller filmer les endroits que je connais depuis que je suis petit, quoi, et de mettre tout ce que j'ai toujours observé, toujours contemplé, toujours adoré, le mettre dans une vidéo, quoi, et que ça serve à quelque chose, que ça puisse guider les gens peut-être pour les regarder d'une certaine manière. Donc ouais, je pense que les souvenirs qui me viennent directement, c'est ça, c'est toute la réflexion qu'il y a autour, la création même de la bande-annonce avec Théo. Voilà, je pense que je pourrais pas retenir une anecdote, quoi. Pour moi, ça a été toute une aventure, mais qui a commencé dès le début grâce à ce que tu nous apportais, l'ouverture que tu nous laissais, quoi. J'espère qu'on pourra faire un documentaire sur les zones humides. Ça serait génial. Voilà, c'est un des projets à venir, j'espère. Merci beaucoup Hugues pour ta sensibilité. Merci à toi. Moi, ce sera pas aussi beau que Hugues, mais je pense que si je dois me rappeler d'un moment, quand on a tourné un épisode, c'est bien la fois où on a tourné au lac à Sainte-Eulalie, où j'étais que avec Samuel, et Lorraine nous a rejoints après, et où Lorraine est arrivée, elle était complètement malade. Ah oui. Elle n'arrivait pas à suivre une seule minute de la balade. Et Samuel, il est arrivé avec ses chaussures toutes neuves aux pieds. On s'est retrouvés au milieu d'une forêt où il y avait que de la boue. On avait l'eau qui montait jusqu'aux chevilles. Et Samuel, il était à la traîne. Il essayait de suivre comme ça, de passer au-dessus des branches et tout ça. Il était inutile à cet épisode, mais c'était tellement drôle, toute la balade, entre Lorraine qui avait envie de vomir tous les 2 mètres et Samuel qui essayait de marcher sur le moindre tas d'herbe qu'il y avait. Ça, c'était vraiment génial. C'était avec les enfants, non? Non, ça c'était à Biscarrosse. Ça c'était avec des personnes âgées un peu, je crois. De mon âge, quoi. Non. La cinquantaine. Non. Allez, bam, tac. Voilà. C'était bien drôle. Ouais. Et sinon, la fois où on allait jusqu'à Rochefort avec Lorraine. La première fois. La toute première fois qu'elle m'a dit, bon Théo, lundi on s'envoie au Rochefort. Tu vas conduire et tu vas tout enregistrer. Ouais. C'était top. C'était top. C'était notre première pour toi comme pour moi. Ouais, on a rejoint Bastien Coïc au réseau Ramsar, dans les locaux de Ramsar qu'il partage avec la LPO. Et c'était un bon trip. On avait bien déjeuné d'ailleurs. C'était notre première fois qu'on travaillait ensemble. Ouais, c'était la première fois. Ouais, toute première. Ouais. Et ouais, c'était top. C'était top. Merci Théo. Tu fais toujours partie de l'aventure. Avec plaisir. C'est top. Donc maintenant, vous savez quelle voix se cache derrière les noms. Il a manqué Sandrine autour de la table. Elle n'a pas pu venir au moment où je l'ai bipé. On peut dire que ça se passe à peu près comme ça. Donc je vous remercie tous vraiment pour votre fidélité. Merci à toi. T'as une anecdote, toi, Lorraine? Aïe, ce piège. Là, on va pas rigoler. Celle qui me marque le plus, parce que c'est quelque part une leçon et une déception, c'est l'épisode que j'ai enregistré à Mexico City à l'occasion d'un déplacement. C'était quand même pas évident et c'est assez loin, donc c'est pas un épisode que je peux réenregistrer comme ça.
Et tout simplement, j'ai effacé cet épisode. Je ne sais pas où il est, on l'a perdu. Donc c'était un super épisode sur les zones humides autour de Mexico City avec un guide génial sur un canoë. J'ai passé une demi-journée. Il m'a expliqué tout. C'était comment ce territoire avait été exploité par les Incas, comment ils avaient construit plein de trucs. Et je suis rentrée, j'ai mis cet épisode quelque part. Je ne sais pas où, je ne sais pas dans quel disque dur, je ne sais pas dans quelle carte, je ne sais pas comment j'ai formaté, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, cet épisode a disparu. J'ai bon espoir que d'ici, 10, 20 ans, je retombe sur cet épisode qui est donc juste perdu, qui existe quelque part. Voilà. Mais c'est pas une anecdote ni drôle ni quoi que ce soit, mais voilà, c'est une anecdote, puisque tu m'as demandé au pied levé comme ça. Donc je vous remercie encore tous pour votre fidélité. Bien sûr, l'aventure de Terre d'eau se poursuit avec 3 nouveaux épisodes qui concluront cette saison 1. Cette saison, je crois, a fait un peu la fierté de nos partenaires, la Communauté européenne, Pays-Land Nature Côte d'Argent, l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, le Super U de Parentis, Bisca Grand Lac, la commune de Parentis-en-Born et le réseau Ramsar. En cette veille de journée internationale des zones humides, on a décidé de rediffuser notre tout premier épisode, dont Théo a un petit peu parlé, qui avait été enregistré avec Bastien Coïc de Ramsar France et qui présente les différentes zones humides. Bonne écoute ou réécoute à tous et on vous attend, on vous retrouve pour la saison 2. Bastien, en fait, une zone humide, c'est quoi ? La définition des zones humides, au sens de Ramsar, en fait, c'est une définition qui est très vaste, qui est une approche sur un milieu écologique. Et c'est défini comme ça, en disant que ce sont des étendues de marais, de tourbières, donc d'eau naturelle ou artificielle. Cette eau, elle peut être permanente ou temporaire, elle peut être douce, saumâtre ou salée. Et ça comprend également des étendues d'eau marine dont la profondeur est inférieure à 6 mètres à marée basse. On voit que la gamme de milieux que ça recouvre est très très importante. Ça peut être des marais, des lacs, des estuaires, des mangroves en outre-mer, ça peut être des vasières, donc toute la zone de balancement des marées entre la marée haute et la marée basse. Ça peut être également des étangs de pisciculture, des marais salants. Voilà, donc on a vraiment toute une gamme, des tourbières, on a vraiment toute une gamme de milieux qui correspondent à cette définition des zones humides, au sens écologique du terme. Après, il y a également une définition, mais qui est réglementaire, et là qui est, on va dire, plus spécifique et presque technique au niveau français. Mais voilà, si on parle de zones humides au sens large, c'est vraiment cette définition-là qu'il faut avoir en tête. Alors effectivement, c'est une définition assez large des zones humides dans le monde entier, non seulement en France. Alors pour mieux s'y retrouver, est-ce qu'on peut les classifier ? On va dire il y a 3 grands types, en tout cas la Convention de Ramsar définit 3 grands types. On va dire qu'il y a les zones humides intérieures, donc ça peut être les rivières, les cours d'eau, les lacs, ça peut être également des zones humides d'altitude, donc certains glaciers, des tourbières de montagne. Ensuite on a les zones humides, on va dire côtières ou marines, donc là on va avoir les lagunes en Méditerranée, les bords de mer, donc les strands, donc les zones de balancement des marées. Ça peut être les deltas, des marais salés, les mangroves en outre-mer, les eaux marines peu profondes, comme je disais tout à l'heure, donc une partie des récifs coralliens, certains herbiers marins également. On a la dernière partie qui sont, on va dire, les zones humides artificielles, c'est-à-dire créées par l'homme, donc ça peut être des rizières, des marais salants, des étangs qui permettent, des étangs qui ont été créés il y a des siècles pour le poisson, donc les étangs d'aquaculture, je pense notamment à la Brenne ou dans la Dombe, voilà, ce sont considérés comme écologiquement des zones humides. Donc 3 grands types. Merci Bastien. Donc on a vu la définition d'une zone humide, passer en revue leurs différents types, pour que chacun se rende bien compte qu'il y a forcément une zone humide non loin de chez lui. Pouvez-vous nous donner des exemples, en partant du littoral et en allant vers l'intérieur des terres ? On va avoir déjà toute la partie baie, donc par exemple la baie du Mont-Saint-Michel est considérée comme une zone humide. On va avoir le golfe du Morbihan, voilà, toute la partie où l'eau est assez peu profonde et donc écologiquement on est sur une zone humide. Ça peut être les grands marais littoraux de la façade atlantique, comme le marais breton en Vendée, ce sont les baies, la baie d'Audierne en Bretagne.
Ce sont ensuite les marais qui sont juste derrière la mer, donc le marais du Cotentin par exemple. On va voir côté Méditerranée les étangs palavasiens, à côté de Palavas-les-Flots, la Camargue bien entendu, tout le monde connaît la Camargue. Et puis quand on rentre dans l'intérieur des terres, on va avoir des fleuves comme les rives du Rhin, la vallée de la Somme. On va avoir également les étangs d'aquaculture comme la Brenne, la Dombe, qui sont des grandes zones d'étangs. Et puis on va avoir, en remontant un petit peu en altitude, donc les lacs et tourbières de la montagne du Jura, du massif jurassien. Voilà, le lac du Bourget, dans l'Ain, et le marais de Chautagne. Voilà un petit peu ce qu'on a. Alors là, c'est pour la partie métropole. On a également aussi les marais salants à Guérande. On n'a jamais quitté le marais. Lui, il a travaillé, je vous dis, 2 mois peut-être au chantier, mais il a redonné. Il dit les marais, avant. Les marais, c'est toute votre vie? Ah, toute notre vie, monsieur. Toute notre vie, ça a été nos marais. Toute notre vie. Avec mes parents et toute notre vie. Les marais salants de Guérande, les marais salants sur l'île de Ré. Et puis en outre-mer, on va avoir des grands estuaires, l'estuaire du Sinnamary en Guyane. Les estuaires de Guyane et plus largement des Guyanes sont relativement peu connus. Or, ils ont un rôle extrêmement important. Aussi bien écologique en tant que lieu d'échange entre des apports d'origine continentale et des apports marins, que lieu de nurserie, de nourricerie pour de nombreuses espèces. Les marais de Caux sont des grands marais également en Guyane, le grand cul-de-sac marin en Guadeloupe. On a la réserve des terres australes françaises dans les îles caribéennes, Crozet, Amsterdam. On a également des étangs, l'étang de Saint-Paul à La Réunion qui a été labellisé il y a 3 ans. Voilà, qui est aussi un étang qui permet aussi d'avoir des activités de loisirs dessus, où les gens vont se promener autour de cet étang-là. Voilà un petit peu, comme je disais tout à l'heure, on est sur une gamme très large de milieux et très diversifiée en termes paysagers. Donc on a parlé de différentes zones humides artificielles, notamment liées à l'aquaculture. Est-ce qu'il y en a qui sont plus liées à l'agriculture ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'agriculture est une des premières occupations du sol sur les zones humides, l'agriculture au sens large. Il y a notamment pas mal d'agriculture sur des prairies humides. Donc, c'est des prairies qui vont être en fait inondées en hiver, pas forcément avec des grosses profondeurs, mais sous l'eau, et donc ensuite vont être exondées en été. Et à ce moment-là, les vaches vont pouvoir pâturer sur ces prairies-là. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, la végétation sera un petit peu en retard par rapport à des prairies sèches classiques, et donc permettront d'avoir de l'herbe plus tard, et donc de pouvoir déplacer le bétail, le troupeau sur d'abord les prairies sèches, puis les prairies humides, dont la végétation à ce moment-là aura eu le temps de grandir, de croître, et sera encore verte quand l'herbe des prairies sèches aura déjà été soit mangée, soit aura commencé à sécher avec l'été. D'ailleurs, justement, aparté par rapport à ça, dans les Landes, il y a les barthes. Mais c'est exactement le même principe sur Angers, là, sur 6000 hectares qui sont inondés en hiver, et en été, il y a les vaches qui pâturent, il y a de la fauche également pour avoir du fourrage, et notamment en plus avec des enjeux de préservation écologique, puisqu'il y a une espèce très rare qui niche dans ces basses vallées angevines, le râle des genêts, dont le nom latin c'est crex crex par rapport à son bruit qu'il fait. Et donc pour ça, il faut en fait faire une fauche tardive pour que parce que l'animal, l'oiseau, en fait niche au sol dans les prairies, et donc il faut faucher tard pour que les œufs et les petits aient le temps d'éclore et de prendre leur envol avant que les fauches soient mises en place. Donc on fauche plus tard, mais comme vous allez perdre en qualité de fourrage, on vous donne de l'argent en échange. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les zones humides, en fait, avec vraiment une entrée agricole, et petit à petit basculer sur l'aspect environnemental et sur ces enjeux-là. C'est hyper intéressant parce qu'on est sur des milieux où il y a toujours une activité humaine, et donc on est obligé de concilier justement les différents usages, les différents enjeux de ces milieux-là, à la fois écologiques, là agricole, mais ça peut être touristique, économique au sens large. C'est-à-dire les agriculteurs, quand ils ont besoin de ces terrains-là aussi pour faire vivre leur exploitation. Et donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, hyper complet comme milieu. C'est des milieux qui étaient assez mal vus, c'est considéré comme des lieux dangereux, insalubres et autres. Quelque part dans les mortels marécages de la mélancolie. Le vrai souci, c'est que du coup elles ont été dégradées, détruites. Personne n'y allait, donc il y a une sorte de déprise, un enfrichement, et petit à petit le caractère humide s'est perdu. Soit elles ont été asséchées, soit depuis la deuxième moitié du XXe siècle, elles ont été retournées, et c'est l'urbanisation, l'artificialisation qui les a détruites.
Mais au fur et à mesure que ces zones humides ont disparu, on s'est rendu compte en fait de leur intérêt, paradoxalement. Donc on sait aujourd'hui que les zones humides en fait nous rendent de nombreux services naturellement et gratuitement. Bien sûr, nous le découvrirons au fil des épisodes, mais dans les grandes lignes, Bastien. En quoi les zones humides sont-elles utiles ? Par exemple, la première chose, c'est l'eau. Une zone humide, elle va fonctionner un petit peu comme une éponge, c'est-à-dire qu'en hiver, elle va absorber et stocker l'eau qu'il peut y avoir en excès, qui peut tomber en excès en hiver, pour pouvoir ensuite contribuer plus facilement à la recharge des nappes. Et à l'inverse, en été, quand l'eau manque, elles vont relarguer une partie de cette eau et permettre de faciliter ce qu'on appelle le débit d'étiage des rivières, donc le débit qu'il y a quand il n'y a pas d'eau dans les rivières. Donc elles vont limiter en fait les effets de la sécheresse, donc au niveau des cours d'eau, mais également au niveau des terrains, des prairies. On parlait des prairies humides tout à l'heure. Elles vont également avoir sur la côte un effet de frein, on va dire, pour les tempêtes. Toutes les zones humides littorales, en fait, elles vont avoir un effet où elles vont casser les vagues et la force des tempêtes. Donc derrière, elles vont protéger les habitations humaines. Derrière ces zones humides-là, l'effet sera vraiment atténué. Donc ça, c'est très important parce que beaucoup de gens vivent en bord de l'eau et en bord des côtes. Donc ça a des enjeux aussi en termes humains. C'est également des milieux qui vont capter du carbone, et capter énormément de carbone. Pas en très grande quantité, mais elles en stockent depuis des milliers d'années. Et donc le stock de carbone qui est emmagasiné dans ces sols est considérable. Juste pour donner un ordre d'idée, on parlait des tourbières tout à l'heure. Les tourbières, c'est 3% des terres émergées à peu près, et elles stockent 30% du carbone qui est présent dans tous les sols de la planète. Donc le ratio, il est gigantesque. Quelles seraient les conséquences d'un assèchement soudain des zones humides ? Le problème, c'est que quand on va assécher ces zones humides-là, le carbone va être relargué. Donc, on va libérer énormément de carbone dans l'atmosphère si on ne préserve pas ces milieux-là. Donc, il y a cet enjeu-là de carbone. Et puis après, aujourd'hui, c'est des milieux qui vont aussi avoir des fonctions épuratrices pour épurer l'eau. On parlait de la quantité d'eau et le fait de la stocker et la relarguer, mais vont aussi la filtrer et l'épurer en piégeant les matières en suspension, en la filtrant pour faire en sorte de stocker les éléments un petit peu polluants jusqu'à un certain seuil. Et puis après, comme on est sur des territoires qui sont à la limite entre l'eau et la terre, eh ben, on est sur ces espaces de transition, naturellement, écologiquement, c'est très riche. Donc on a une biodiversité incroyable, que ce soit au niveau des oiseaux, mais aussi sur tous les autres aspects de la faune, les poissons, les insectes, les macro-invertébrés, également les plantes. Donc on est sur des milieux qui sont vraiment très 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 riches, et là-dessus, ça a des enjeux à la fois en termes de préservation de la nature, de la biodiversité d'une manière générale, mais aussi derrière, pour nous, humains, qui allons nous promener, qui voulons aller observer la nature, ben, on est sur des milieux où il y a toujours des choses, il y a une biodiversité qui est très riche. Vous voulez aller dans la nature, vous voulez voir des bestioles et des belles plantes, vous allez dans une zone humide, vous ne pouvez pas y rater, vous trouvez forcément quelque chose de joli. C'est vrai, hein. Je pars en vacances et à chaque fois, je vise les zones humides parce que je sais qu'il y aura des choses à voir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette image un petit peu des zones humides, voilà, les aspects insalubres, la malaria, c'était ça, hein, c'était le mauvais air. Ça a beaucoup contribué, hein, les légendes autour des zones humides ont fait d'ailleurs beaucoup de mal à ces milieux-là. On le voit même dans les films, dans le cinéma, dans les BD, à chaque fois, les endroits mal famés où il y a une sorte de brouillard, où il se passe des choses un peu louches, où il y a les brigands qui vont... voilà, c'est dans les zones humides. Il y a eu plein d'études qui ont été faites, même dans les dessins animés. Hein. Qui vous a permis de squatter mon marais ? Shrek, c'est l'ogre méchant que personne ne veut voir qui vit au milieu du marais. Bon ben voilà, c'est l'imaginaire collectif de la zone humide, endroit mal famé et insalubre. Mal connu surtout, en fait. Merci Bastien Coïc d'avoir trouvé les mots pour nous expliquer ce qu'est une zone humide. Dans un prochain épisode, nous aimerions en savoir plus sur l'association pour laquelle vous travaillez, Ramsar France. Nous espérons que ce premier épisode vous donne envie de chausser vos bottes et de partir à la découverte des zones humides qui vous entourent. Aujourd'hui, 2 février 2023, c'est la journée internationale des zones humides, alors nombreuses sont les initiatives auxquelles vous pouvez vous joindre. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur notre territoire auprès de Jean-Jacques Feignet qui nous dévoilera les secrets de la formation géologique du pays de Borne. Terre d'eau, une production Zuxo avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malo et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier, #TerreDeau, ou vous abonner à la newsletter de notre podcast.
Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, dont l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le pays Land Nature Côte d'Argent, l'Union européenne, pour leur soutien financier. Terre d'eau.